Chapitre 58 Krill. Faisant route au nord-ouest des Creusets, nous nous trouvâmes dans de vastes prairies de krill, la manne minuscule et jaune dont la baleine franche se nourrit à peu près exclusivement. Cette nappe ondulait autour de nous des lieues durant, de sorte que nous semblions naviguer dans des champs de blé mûr. Le second jour, nous vîmes un grand nombre de baleines franches. À l'abri des attaques d'un chasseur de cachalots, tel que le pécaude, elles nageaient paresseusement, la bouche ouverte à travers le krill qui reste pris dans les fibres des fanons, tandis que l'eau est expulsée entre les interstices de sa prodigieuse jalousie. Comme au matin les faucheurs, côte à côte, poussent lentement leurs faux chantantes dans la longue herbe mouillée des marécageuses prairies, ainsi les monstres avançaient en faisant un étrange bruit d'herbe qu'on coupe laissant, derrière eux, d'immenses fauchets bleus sur la mer jaune 13. Mais seul le bruit qu'ils faisaient en essorant le krill rappelait les faucheurs. Vus du haut des mâts, surtout lorsqu'ils demeuraient un moment immobiles, leur gigantesque masse noire ressemblait bien davantage à des rochers qu'à toute autre chose. C'est ainsi que dans les vastes territoires de chasse de l'Inde, l'étranger traversant des plaines prendra des éléphants couchés pour des monticules de terre sombres et nus. Il en ira de même pour celui qui voit, pour la première fois, ces léviathans immobiles dans la mer. Et même lorsqu'il les aura identifiés enfin, il aura grand-peine à croire qu'une masse aussi importante, aussi énorme, puisse être aussi pleine de vie qu'un chien ou un cheval. À vrai dire, à d'autres égards, on peut difficilement considérer les créatures des grandes profondeurs avec les mêmes sentiments qu'on nourrit pour les animaux terrestres. Cela bien que d'anciens naturalistes aient affirmé que toute la faune de la Terre est son équivalent dans la mer. D'un point de vue général, c'est parfait, mais si l'on en vient au détail, l'océan nous offre-t-il jamais l'exemple d'un poisson doué de l'intelligence et de la bonté du chien? Seul le requin maudit pourrait avoir quelque analogie avec lui au point de vue générique. Mais bien que les terriens en général aient toujours considéré les habitants des mers avec une indicible émotion faite d'antipathie et de répulsion, bien que nous sachions que la mer cache une terre éternellement inconnue et que Colomb ait navigué au-dessus d'innombrables mondes mystérieux pour découvrir celui-là seul qui émergeait à l'ouest, bien que les plus terrifiants désastres se soient abattus sans discrimination et depuis des temps immémoriaux sur des centaines de milliers de ceux qui se sont aventurés sur les eaux, bien qu'un instant de réflexion nous apprenne que l'homme, encore en enfance, se vante de son adresse et de ses connaissances qu'un avenir prometteur augmentera encore, malgré tout cela pour toujours et à jamais jusqu'au jour du jugement, la mer l'insultera, l'assassinera et pulvérisera la frégate la plus majestueuse et la plus robuste qu'il puisse construire. Et cependant, ces impressions mêmes se répétant, la terreur primordiale inhérente à la mer s'est émoussée au cœur de l'homme. Le premier navire dont nous parle l'histoire flotta sur un océan dont la vengeance engloutit un univers entier sans même laisser une veuve. C'est le même océan qui roule maintenant ses flots, c'est lui qui a détruit les vaisseaux naufragés de l'année précédente. Oui, mortel inconséquent, le déluge de Noé ne s'est pas encore asséché, il couvre encore les 2/3 de la douce terre. En quoi la mer diffère-t-elle donc de la terre pour qu'un miracle sur l'une n'en soit point un sur l'autre? Une terreur sacrée envahit les Hébreux lorsque la terre vivante s'ouvrit sous les pieds de Korah et de ses hommes, les engloutissant à jamais. Et pourtant le soleil pas un jour ne se lève que la mer vivante n'avale de la même manière navire et équipage. Non seulement la mer est l'ennemi de cet homme qui lui est étranger, mais encore elle est démoniaque envers ses propres enfants, plus fourbe que l'hôte persan qui assassine ses invités, n'épargnant pas ceux qu'elle a engendrés. Comme une tigresse sauvage étouffe en se retournant ses propres enfants, la mer jette aux rochers de la côte les plus puissantes baleines et les abandonne flanc à flanc avec les épaves des navires naufragés. Point de miséricorde, elle ne connaît d'autre maître que sa propre puissance. Haletant et renaclant comme un destrier affolé qui a perdu son cavalier, le libre océan galope autour du globe. Songez à la ruse de la mer et à la manière dont ces créatures les plus redoutables glissent sous l'eau, à peu près invisibles,
traîtreusement caché par les plus suaves tons d'azur. Songez à la beauté et à l'éclat satanique de ces plus impitoyables tribus, à la forme exquise de certains requins. Songez au cannibalisme universel qui règne dans la mer où les créatures de proie s'entre-dévorent, menant une guerre éternelle depuis l'origine du monde. Songez à tout cela, et tournez alors vos regards vers cette terre aimable et verte infiniment docile. Songez à l'océan et à la terre, ne retrouvez-vous pas en vous-même leur pareil? Car de même que cet océan de terreur entoure les verts continents, de même l'âme de l'homme enferme une Tahiti, île de paix et de joie, cernée par les horreurs sans nombre d'une vie à demi inconnue. Que Dieu te garde. Ne pousse pas au large de cette île, tu n'y pourrais jamais revenir. Chapitre 59. Le calmar. Se frayant péniblement un passage à travers le krill, le Péquod maintenait son cap nord-ouest vers Java. Une faible brise le poussait lentement, et dans cette sérénité, ses trois grands mâts effilés se balançaient mollement au gré d'une brise languissante avec la nonchalance de trois palmiers sur une plaine. Et toujours, à large intervalle, dans la nuit argentée, le souffle solitaire et attirant était aperçu. Mais dans la transparence bleue d'un matin, tandis qu'une tranquillité presque surnaturelle s'étalait sur la mer bien que ce ne fût pas le calme plat. Tandis que la clairière longuement polie que le soleil ouvrait sur les eaux semblait l'empreinte de son doigt d'or les invitant au silence. Tandis que les vagues feutrées couraient doucement en chuchotant, alors dans le profond silence de ce monde visible, un spectre étrange fut signalé par Daggoo en vigie au grand mât. Au loin, une grande masse blanche s'éleva paresseusement toujours plus haut et, se détachant sur l'azur, elle étincela enfin devant notre proue comme une avalanche fraîchement descendue des montagnes. Elle brilla ainsi un instant, puis s'abaissa et plongea. Puis elle s'éleva à nouveau, lumineuse et silencieuse. On n'eût point dit une baleine, pourtant Daggoo se demanda si ce n'était pas. Une fois de plus, le spectre plongea et réapparut. Alors, d'une voix aiguë dont la pointe tira chaque homme de sa somnolence, le nègre cria. Là, là, encore, la voilà qui émerge, droit devant, la baleine blanche, la baleine blanche. À ces mots, les matelots se précipitèrent aux fusées de vergue, comme, au temps des essaims, les abeilles aux rameaux. Tête nue sous le soleil accablant, Achab, debout sur le beaupré, une main en arrière, prêt à donner par geste ses ordres au timonier, regardait ardemment dans la direction du bras tendu que, là-haut, Daggoo tenait immobile. Soit que la fugitive régularité du souffle tranquille et solitaire eût progressivement amené Achab à associer le calme et la paix à l'apparition de la baleine particulière qu'il poursuivait, soit qu'il eût d'autres raisons, ou que son impatience le dominât, à peine eut-il aperçu distinctement la masse blanche qu'avec une hâte passionnée, il donna l'ordre de mettre à la mer. Les 4 pirogues furent bientôt à l'eau, et celle d'Achab, en tête, nageait vigoureusement vers sa proie. Celle-ci plongea bientôt. Tandis que, les avirons hauts, nous attendions qu'elle réapparaisse, voici qu'elle émergea lentement à l'endroit précis où elle s'était enfoncée. Oubliant presque pour l'instant, nous contemplions le plus prodigieux phénomène que les mers secrètes aient jusqu'à ce jour révélé aux hommes. Une vaste masse pulpeuse, d'une envergure fabuleuse, d'un blanc éblouissant, flottait à la surface de l'eau. Des bras innombrables rayonnaient de son centre, se levaient et se tordaient tel un nid d'anaconda, comme pour saisir aveuglément ce qui pourrait par malheur se trouver à leur portée. Masse uniforme, elle n'avait point de visage, rien qui pût permettre de lui prêter un instinct et des sensations, mais elle ondulait là sur la houle, surnaturelle, informe image incompréhensible de la vie. Tandis qu'elle disparaissait avec un faible bruit de siphon, Starbuck, les yeux encore fixés sur le bouillonnement de sa disparition, s'écria avec colère. « J'aurais préféré rencontrer et lui livrer combat plutôt que de t'avoir vu toi, fantôme blanc. »« Qu'était-ce, sire » demanda Flasque. « Le calmar géant lui-même dont on dit que les rares baleiniers qui l'ont vu ne rentrèrent jamais au port pour en parler. » Mais Achab se tut. Faisant virer sa pirogue, il fit voile vers le navire et les autres suivirent en silence.
quelles que soient les superstitions que les chasseurs de cachalots nourrissent envers cette chose. Il est certain qu'il est tout à fait exceptionnel de l'apercevoir, et que cette circonstance dès lors fut considérée comme de mauvais augure. Les marins prétendent tous que c'est la plus grande créature de l'océan, mais parce qu'elle ne se montre presque jamais, bien rares sont ceux qui ont la plus vague idée de ce que peuvent être sa nature et sa forme véritable. Néanmoins, ils disent qu'elle fournit au cachalot son unique nourriture. En effet, les autres espèces de baleines trouvent leur subsistance en surface, et on peut les voir se nourrir, mais le cachalot va chercher sa proie dans des profondeurs inconnues, et c'est par déduction seulement qu'on peut dire de quoi il s'alimente. Parfois, harponné, il rejette ce qu'on pense être des bras du calmar géant, dont certains mesurent de 20 à 30 pieds. Les hommes de la mer croient que ce monstre s'accroche au fond même de l'océan par ses bras, et que le cachalot étant pourvu de dents, contrairement aux autres espèces, est à même de l'attaquer et de le déchiqueter. Il semble y avoir là matière à supposer que l'immense kraken de l'évêque Pontoppidan pourrait bien être le calmar. La description de l'évêque relative à sa manière d'émerger et de disparaître tour à tour, comme certaines autres particularités, sont bien concordantes, mais il faut en rabattre quant aux dimensions incroyables qu'il lui attribue. Quelques naturalistes, ayant entendu de vagues rumeurs concernant la mystérieuse créature dont nous parlons, la font entrer dans la famille des seiches, à laquelle en effet certaines de ses caractéristiques semblent l'apparenter, mais seulement en tant que l'anaque de la tribu. Chapitre 60. La ligne. En rapport avec la scène de pêche qui va bientôt être décrite, et dans le but de rendre plus claires les scènes de même nature qui suivront, il faut que je parle maintenant de la ligne à baleine, magique et parfois horrible. La ligne employée à l'origine était en chanvre de première qualité, légèrement goudronnée, mais non imprégnée comme les filins ordinaires. Le goudron employé comme d'habitude permet au cordier une torsion plus aisée et rend le filin lui-même plus pratique pour son usage courant à bord. Mais un trop fort coaltarage rendrait la ligne à baleine trop rigide pour être levée serrée comme elle doit souvent l'être, et la plupart des marins commencent à se rendre compte que le goudron n'ajoute rien à la durée ni à la solidité des filins, quelque épaisseur et brillant qu'il leur donne. Depuis quelques années, le mani a supplanté tous les autres chanvres dans la fabrication des lignes de pêche américaines. Bien qu'il ne dure pas aussi longtemps que le chanvre ordinaire, il est plus solide, plus flexible et plus souple. J'ajouterais, puisque l'esthétique a sa place en toute chose, qu'il est beaucoup plus beau et plus saillant à la pirogue. Le chanvre ordinaire est sombre et basané comme un Indien, le mani est un blond circassien. La ligne n'a que 2/3 de pouce d'épaisseur, et à première vue, on ne la croirait jamais aussi solide qu'elle n'est. Chacun de ses 51 fils est calculé pour une résistance de 120 livres, de sorte que toute la ligne supporte une traction de 3 tonnes environ. La ligne employée ordinairement pour le cachalot a une longueur d'un peu plus de 200 brasses. À l'arrière de la baleinière, elle est enroulée dans une baille, non point à la manière d'un serpentin d'alambic, mais en couches horizontales bien serrées qui ont l'aspect final d'un fromage et ne laissent d'autre vide que le cœur, un tube minuscule formant l'axe du fromage. Comme le moindre nœud, la moindre coque entraînerait à coup sûr quelques bras, quelques jambes ou un corps entier lorsqu'on file la ligne. Elle est enroulée dans sa baille avec des précautions extrêmes. Certains harponneurs passeront une matinée presque entière à ce travail, montant la ligne en haut des mâts du navire et la faisant descendre en la passant à travers une causse jusque dans la baille afin d'éviter le moindre faux pli et la moindre coque. Dans les baleinières anglaises, il y a 2 bailles au lieu d'une et la même ligne étant roulée de façon continue dans les deux. Ce procédé présente un avantage car, les 2 bailles étant toutes petites, elles sont plus aisées à placer dans la pirogue et la pression sur le fond est répartie. Tandis que la baille américaine, qui a près de 3 pieds de diamètre sur autant de haut, constitue une charge relativement lourde pour une embarcation dont les bordages n'ont qu'un demi-pouce d'épaisseur. Le fond d'une baleinière est pareil à une couche de glace fragile et dangereuse si le poids porte à un seul endroit, alors qu'elle supportera un poids considérable si les charges sont également distribuées. Lorsque la baille américaine est revêtue de sa housse,
La pirogue semble partir pour offrir aux baleines un énorme et prodigieux gâteau de mariage. Chaque extrémité de la ligne est libre. L'une d'elles se termine par une boucle et remonte du fond de la baille pour pendre en dehors de celle-ci. Il est indispensable de disposer de cette façon l'extrémité inférieure pour deux raisons. D'abord pour pouvoir l'attacher plus facilement à la ligne d'une autre pirogue, au cas où le cétacé harponné sonde si profond qu'il menace d'emporter toute la longueur de la ligne fixée au harpon. En ces circonstances, la baleine est évidemment allée d'une pirogue à l'autre, un peu comme un pot de bière qu'on se passerait, quoique la première baleinière ne s'éloigne pas toujours, prête à seconder celle qui l'a remplacée. D'autre part, cet arrangement assure la sécurité commune, car si cette extrémité inférieure était amarrée à la pirogue et que la baleine vint à entraîner la ligne en un instant fulgurant comme elle le fait parfois, les choses n'en resteraient pas là, et la baleinière la suivrait dans les profondeurs de la mer, auquel cas aucun crieur des rues ne la retrouverait jamais. Avant de mettre la pirogue à la mer pour l'attaque, la première extrémité de la ligne est tirée de la baille, glissée d'un demi-tour autour du tabérin, amenée à travers toute la longueur de la baleinière et passée au-dessus des avirons de chaque canotier. À frôler leurs poignets quand ils nagent, elle file entre les hommes assis au plat-bord opposé jusqu'à une engougure pratiquée à la pointe de l'étrave, où un cabillaud en bois de la grosseur d'une quille l'empêche de sortir de son logement. De là, elle festonne légèrement à l'extérieur de la proue, revient à l'intérieur de la pirogue, où 15 à 20 brasses de ligne sont lovées qui portent le nom de ligne de baille et un peu plus à l'arrière du plat-bord. Elle est attachée à une courte ligne fixée au harpon et coulisse au moyen d'une cosse sur la ligne principale. Le détail des agencements de cette courte ligne serait fastidieux à décrire. Ainsi, la ligne à baleine enveloppe la pirogue de méandres compliqués évoluant dans presque toutes les directions. Les canotiers sont tous prisonniers de ce redoutable réseau de sorte qu'à l'œil timoré du terrien, ils apparaissent comme ces charmeurs de serpents qui laissent ceux-ci s'enrouler folâtrement autour de leurs membres. Il n'y a pas un fils né de la femme qui puisse s'asseoir, pour la première fois, dans ce piège de chanvre, et tandis qu'il peine à l'aviron, sans penser qu'à un moment inconnu le harpon sera lancé, que ses anneaux souples entreront en action en sifflant comme l'éclair, sans qu'un frisson lui parcourt l'échine, et que sa moelle épinière elle-même ne frémisse comme une gelée. Et pourtant l'habitude, étrange chose, que ne peut l'habitude. L'acajou de votre salon n'a jamais entendu de plus joyeuses boutades, de rires plus francs, de meilleures plaisanteries, de plus vives reparties que le demi-pouce de cèdre blanc des bordages d'une pirogue ainsi suspendue dans le nœud coulant du bourreau, et pareil aux 6 bourgeois de Calais devant le roi Édouard. Les 6 hommes d'équipage rament dans les mâchoires de la mort, la corde au cou, l'on peut dire. Un instant de réflexion vous permettra de comprendre les malheurs répétés de la chasse, dont bien peu ont fait l'objet d'une relation, les hommes arrachés à la pirogue par la ligne et perdus. Car lorsque la ligne file, être assis dans la baleinière reviendrait à se trouver dans le sifflement d'une machine à vapeur en pleine action, dont chaque balancier, chaque arbre, chaque rouage vous effleure. Et c'est pis encore car vous ne pouvez rester assis immobile au milieu de ces dangers, la pirogue se balançant comme un berceau et vous projetant d'un côté et de l'autre de façon inattendue. Seule une certaine souplesse, la volonté et l'action mises simultanément en œuvre peuvent vous épargner de devenir un Mazeppa et d'être expédié en des lieux où même le soleil qui voit tout ne vous découvrirait pas. Et encore, l'apparence d'un calme profond qui précède l'orage est peut-être plus terrible que l'orage lui-même, car en vérité, ce calme n'est que la chrysalide qui enrobe la tempête. Comme le fusil, d'innocente allure, contient en lui la poudre fatale, la balle et l'explosion, de même l'aimable repos de la ligne, tandis qu'elle serpente silencieusement entre les canotiers avant d'entrer en action, et détenteur d'une terreur plus grande que quoi que ce soit d'autre dans cette périlleuse entreprise. Pourquoi en dire davantage? L'humanité tout entière est cernée par une ligne à baleine. Tous les hommes naissent la corde au cou, mais ce n'est qu'au moment où ils sont pris dans le tourbillon soudain et rapide de la mort qu'ils prennent conscience des dangers muets, subtils, toujours présents de la vie. Et si vous êtes un sage, l'effroi ne troublera pas davantage votre cœur. Si vous êtes assis dans une baleinière plutôt qu'au coin du feu avec votre tisonnier et non un harpon à vos côtés.